pour ouvrir pour cette dernière séance autour de deux points en débat. On va commencer sans doute par un des débats des plus classiques autour de la question des intérêts, c'est le petit 1, avec, on va voir les apports, les limites et les points aveugles des analyses de l'action collective quand ils recourent aux notions d'intérêt et de calcul. Alors, on a déjà un peu aperçu ça, puisqu'on a vu que dans le cas du courant de la mobilisation des ressources, on partait de Mancure-Olson pour essayer d'apporter une réponse plus sociologique. Donc on va revenir sur Mancure-Olson, cet économiste américain. Petit a, Mancure-Olson et l'approche utilitariste de l'action collective, autour d'un livre qui est devenu classique, qui est intitulé Logique de l'action collective, logique au singulier, dont la première édition américaine date de 1966 et la traduction française date de 1978, avec une préface de Raymond Boudon, dont on a déjà parlé aussi, parce que c'est une figure de l'individualisme méthodologique. Donc dans Logique de l'action collective, Olson va analyser l'action collective en termes d'intérêt et de calcul individuel. Donc sur le modèle de l'homo economicus, au sens, disons, de la vision, disons, classique ou néoclassique de l'économie, l'homo economicus, c'est-à-dire un individu rationnel qui, pour agir, calcule les coûts et les avantages de son action et compare les coûts et les avantages. Bon. Qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte? C'est ça l'homo economicus. Et donc, Olson se situe dans la perspective plus large qu'on trouve dans les sciences sociales en général, en économie, mais dans d'autres secteurs, qu'on appelle le rational choice, le choix rationnel. Bon. Ce choix rationnel s'inscrit bien dans la tradition de l'individualisme méthodologique qu'on a vu au début du cours, puisque ça appréhende l'action collective comme une agrégation d'actions individuelles en vue d'intérêts individuels. Et ce que tente de montrer Olson, c'est que les actions individuelles en vue d'intérêts individuels mettraient le plus souvent en cause la logique d'une action collective en vue d'un intérêt commun. C'est-à-dire que ces actions individuelles en vue d'intérêt individuel viendraient paralyser une logique de l'action collective en vue d'un bien commun. Ce qui va conduire à ce qui est appelé le paradoxe de l'action collective, le paradoxe d'Olson. Uniquement dans les grands groupes, attention, Olson fait la différence entre les grands groupes et les petits groupes. C'est-à-dire que les grands groupes sont plus lâches, les petits groupes sont dotés d'une plus grande cohésion, et donc le paradoxe d'Olson ne fonctionne pas nécessairement dans des petits groupes qui sont dotés d'une cohésion propre. Mais dans les grands groupes qui cherchent à agir en fonction d'un bien commun, voilà comment énonce ce paradoxe Olson. Je cite, « Rien ne pousse ces groupes importants à agir en vue d'obtenir un bien collectif. Rien ne pousse ces groupes importants à agir en vue d'obtenir un bien collectif. » Donc, pour les grands groupes, il n'y a rien qui conduirait, dans la quête qu'ils ont d'un intérêt individuel, à participer à la construction d'un bien collectif. Et Raymond Boudon va commenter dans la traduction française, « Tant qu'une organisation fournit exclusivement des biens qui, comme les augmentations de salaire, bénéficient à tous une fois qu'ils sont produits, personne n'a intérêt à payer le prix correspondant à l'acquisition de ces biens. Tant qu'une organisation fournit exclusivement des biens qui, comme les augmentations de salaire, bénéficient à tous une fois qu'ils sont produits, personne n'a intérêt à payer le prix correspondant à l'acquisition de ces biens. » Donc, ça veut dire que
il y a une grève, elle débouche sur une augmentation de salaire, tout le monde va avoir l'augmentation de salaire, donc il n'y a aucun intérêt à participer à la grève. Voilà. C'est ça le paradoxe. Olson dit le paradoxe du passager clandestin ou freerider. Donc, l'analyse de l'action collective pour Olson dans cette optique de l'individualisme méthodologique à travers des notions d'intérêt et de calcul individuel conduit à ce paradoxe d'une faible propension à participer à une action collective si on passe par des calculs, disons, individuels. Alors, dans les mobiles et les incitations à l'action des individus, Olson ne retient pas seulement les mobiles économiques. Le mot economicus, ce n'est pas un individu qui calcule simplement ses intérêts économiques. Mais Olson ajoute ce qu'il appelle des objectifs psychologiques. Alors, c'est, dit-il, soif de prestige, de respect, des amitiés, etc. Donc des objectifs psychologiques et des motivations sociales. Ce qu'il appelle motivation sociale, c'est, dit-il, comme le statut social et la reconnaissance sociale. Donc on a des mobiles économiques, mais pas seulement. Ce n'est pas un homo economicus au sens où il n'a que des intérêts économiques, mais il y a des objectifs psychologiques et des motivations sociales. Mais ces objectifs psychologiques et ces motivations sociales sont appréhendés comme des motivations économiques, sur le même mode que les intérêts économiques. Puisqu'on va calculer ces objectifs psychologiques, on va calculer ces motivations sociales comme on calcule, disons, ces intérêts économiques. Donc, à la fois, Olson élargit le contenu des motivations des individus, mais en même temps, il va traiter les motivations des individus sur le même mode que celui du calcul dans la sphère économique. Donc, on a à la fois un élargissement des motivations possibles des individus par rapport au paradigme de l'homo economicus, mais sous impérialisme économique, puisque c'est sur le même modèle que le rapport aux intérêts économiques. Donc on reste dans le cadre d'un économisme, d'un impérialisme, disons, économique, dans la façon de traiter la variété des motivations des individus à agir. Les analogies économiques de type Olson, qui analysent les comportements non économiques avec des raisonnements économiques, ont permis d'ouvrir de nouvelles contrées au regard sociologique. Donc ça a ouvert des possibilités. Par exemple, l'analogie avec un intérêt de type économique souligne que les individus retirent des satisfactions de l'engagement. Or, souvent, les satisfactions de l'engagement avaient été mises de côté ou masquées au profit d'une focalisation soit sur le dévouement des gens qui s'engagent, soit sur leurs intentions idéologiques. En oubliant que, même si on prend en compte la question du dévouement ou des intérêts idéologiques, leurs intentions idéologiques, il y a aussi des satisfactions dans l'engagement. Ce n'est pas simplement un coût. Donc, là, les analogies économiques de type Olson ouvrent un nouvel espace pour appréhender aussi les satisfactions que les personnes retirent de l'engagement. Mais il le fait en créant une sorte d'équivalence utilitariste entre les différents types d'activités et de motivations. C'est-à-dire toutes les activités et les motivations sont traitées de la même façon, sous un mode d'une grande équivalence, d'une grande égalité des motivations et des types d'actions. Par exemple, la motivation économique d'un trader à la bourse est traitée de la même façon que quelqu'un qui s'engage la nuit pour donner des repas au Resto du Cœur. C'est traité de la même façon. Donc ça crée en fait une sorte de grande équivalence utilitariste entre toutes les activités et les motivations. Donc il faut bien comprendre, à la fois ça élargit
l'espace des motivations, ça nous fait voir des choses nouvelles qu'on ne voyait pas avant, et en même temps, ça crée une sorte d'évidence que toutes les activités et motivations doivent être traitées de la même façon. C'est très différent, par exemple, parce que ce qu'on a vu avec la sociologie pragmatique de Boltanski et Thévenot, où on a différents régimes de la pratique, hein, et le régime, disons, de violence, le régime machiavélien, le régime de la justice, ne sont pas les mêmes types de comportements. On pourrait dire que l'utilitarisme, ça crée une sorte de bulldozer sur l'ensemble des activités. Hein. Toutes les activités sont aplaties autour d'un même cadre. Et si on prend un film classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, c'est un film où il y a une très grande variété de rapports à l'action dans le film. Ça commence sur une discussion sur la différence entre les hamburgers en Europe et aux États-Unis, puis la question de la moralité du rapport entre la femme du patron et un employé, est-ce qu'il a le droit de lui masser les pieds, après une scène de massacre, une scène de nettoyage dans une voiture liée à cette scène de massacre, et puis il y a toute la partie, disons, Bruce Willis avec les discussions et les actions autour de matchs de boxe et du trucage d'un match de boxe. Et donc on a une très grande variété de rapports à l'action qui ne sont pas traités de la même façon dans le film de Tarantino. L'utilitarisme, ça va aplatir l'ensemble sur un seul plan. Par exemple, ça va être toutes les scènes vont être en fait traitées à partir de leur clé d'explication qui serait une scène où Bruce Willis est dans une ligne téléphonique et parie sur son propre match pour gagner de l'argent. Bon. Et l'ensemble du reste serait aplati sur ce cadre qui serait l'élément référent. Donc on a une forme de bulldozer dans l'appréhension de l'action, toutes les formes d'action et d'intention sont aplaties sur un même plan. Alors que, justement, un des défis des sciences sociales aujourd'hui, qu'on a commencé à voir avec la sociologie pragmatique initiée par Boltanski et Thévenot, on pourrait dire que c'est le défi Pulp Fiction. C'est-à-dire, le défi Pulp Fiction, c'est comment la sociologie peut rendre compte d'une variété de rapports à l'action qui se succèdent pour les mêmes personnes. Donc, avec les approches comme celle d'Olson, l'ensemble des activités humaines reste prise dans une forme générale de mise en équivalence à travers la catégorie d'intérêt, puisque c'est la catégorie générale dans laquelle tout va être englobé, intérêt. Et donc toutes les formes d'action vont avoir une certaine identité. Et c'est sur cette base de cette identité qu'ensuite on va y avoir des distinctions, des différences. Des différences entre un intérêt économique, un intérêt psychologique, un intérêt de reconnaissance sociale. Bon. Donc, mais en même temps, c'est sur la base d'une identité qu'ensuite on va voir des différences. Donc les différences n'interviennent que sur le fond d'une communauté supposée. Hein. Tout est intérêt. Donc la pluralité des logiques d'action, des comportements, des ressources utilisées est donc déjà fortement bridée au départ, dès la mise en forme conceptuelle autour de la catégorie d'intérêt, qui a une certaine évidence. Hein. Et qui peut être naturalisé quand on va dire « oui, mais c'est la nature humaine hein, de chercher son intérêt ». Donc on va avoir là, avec ce type de phrase, l'idée que finalement c'est une propriété du réel et des humains en général, quelles que soient les époques, et ce n'est pas une propriété des concepts qui visent à rendre compte du réel, c'est ce qu'on appelle, ce que Bourdieu appelle le réalisme de l'intelligible, que Boudon d'ailleurs, qui est dans des orientations théoriques différentes, appelle le réalisme du concept. C'est-à-dire qu'on confond les propriétés des réels et les propriétés des concepts. Le concept, ce n'est pas le réel. Un concept, c'est fait pour rendre intelligible des aspects du réel. Et souvent, on va confondre concept et réel. Par exemple, on va croire qu'il existe des habitus, alors que c'est un concept. On va croire qu'il existe le capitalisme. Le capitalisme, c'est un concept, ça n'existe pas. On va croire qu'il existe des femmes et des hommes, ce sont des concepts. On va croire qu'il existe des classes sociales. C'est différent. Un concept, évidemment, il a à voir avec le réel, mais c'est une façon de rendre intelligible certains aspects du réel, mais le concept et le réel, ce sont deux choses différentes.
Et donc il y a souvent ce que Bourdieu appelle un réalisme de l'intelligible, c'est-à-dire une tendance à aplatir, disons, le réel sur les concepts qu'on utilise pour rendre compte du réel. C'est ce qui est très facile avec la notion d'intérêt, puisque finalement on finit par penser qu'en fait c'est une catégorie même de la nature humaine, donc de tous les comportements humains, quelles que soient les époques et les civilisations. Dans ce cadre, les types de relations qui résistent à la notion de concurrence, parce que dans les intérêts, il y a une concurrence entre les intérêts, par exemple la coopération, c'est pas pris en compte, l'indifférence c'est un mode de rapport aux choses, mais l'indifférence c'est pas la compétition, hein. On peut être indifférent à des tas de choses sans être en compétition. Bon. La coopération, l'indifférence sont mal traités par ce type de problématique. Et toutes les expériences qui débordent la notion d'intérêt sont mal comprises ou dévalorisées. Amitié, amour, compassion. Soit ils sont mis de côté, parce que ça n'existe pas vraiment pour ce regard, soit on va dire, l'amitié, l'amour, c'est des intérêts. Et donc on va réintégrer l'amitié et l'amour dans la catégorie d'intérêt. Et d'une certaine façon, la catégorie d'intérêt va devenir difforme à force d'être élargie, puisque on va avoir, d'une certaine façon, une dimension qu'on va appeler tautologique, c'est-à-dire que, en fait, tout est intérêt. Hein. Donc après, ça explique tout, puisque, en fait, tout est intérêt, ça explique tout. Mais ça ne nous dit plus grand-chose, parce que, quelles que soient les choses que font les personnes, on dit c'est l'intérêt. Et donc, les choses les plus contradictoires, on va dire, c'est leur intérêt. Bon. Et donc, quand une notion dit tout, elle n'explique presque plus rien. Hein. Puisque finalement, c'est au départ qu'on a dit que ça expliquait tout, hein, puisque tout est intérêt. Bon. Et donc après, on va dire, un tel fait ça par intérêt, un tel fait ça par intérêt. Je me rappelle, au moment de la première guerre du Golfe, Jean-Pierre Chevènement était ministre de la Défense. Tout le monde savait qu'il avait fait savoir qu'il était contre la guerre du Golfe, et il était ministre de la Défense de François Mitterrand. Et puis, tout le monde disait, il a intérêt à ne pas démissionner, même s'il est dans désaccord. Et puis il a démissionné. On a dit qu'il avait intérêt à démissionner. Donc on peut expliquer les logiques les plus contradictoires, parce qu'on dit simplement, en fait, dire il a intérêt, ça veut dire il l'a fait. Mais une fois qu'on a dit quelqu'un a fait quelque chose, on n'a pas expliqué pourquoi il l'a fait. Donc il y a une tendance à ce que la catégorie d'intérêt devienne difforme, puisque finalement elle est tout, au départ. C'est une dimension de plus en plus tautologique, disons, de la catégorie d'intérêt. À partir de ce type d'approche, donc vous avez, il y a des apports aussi. Hein, c'est intéressant de ne pas avoir un rapport simplement idyllique à l'action collective, comme si les gens qui sont dans l'engagement collectif n'étaient que dans le sacrifice. Hein. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils en tirent des satisfactions. Mais en même temps, ça aplatit l'ensemble des types d'actions. Hein. Donc ça a des apports, mais aussi des limites, hein, ce schéma utilitariste. Et donc il y a eu une série de critiques. C'est le petit b, critique de l'utilitarisme par Albert Hirschman et Alessandro Pisano. Un autre économiste américain s'est interrogé sur les limites de la catégorie d'intérêt sous deux angles différents, dans deux livres différents. Le premier livre, c'est un livre qui s'appelle Les passions et les intérêts de 1977. Et le deuxième livre, c'est une critique directement de Olson. Ça s'appelle Bonheur privé, action publique. C'est de 1982. Donc, Les passions et les intérêts, 1977. Et puis Bonheur privé, action publique, une critique directe de Olson, 1982. Les passions et les intérêts, c'est un livre d'histoire des idées. C'est une histoire des idées occidentales et, disons, le trajet de la notion d'intérêt dans l'histoire des idées occidentales, avec le développement du capitalisme. Ce que va montrer dans son histoire des idées Hirschman, c'est que la notion d'intérêt a peu à peu remplacé, avec le développement du capitalisme, la pluralité des passions humaines. Hein,
qu'à un moment donné, les penseurs de l'époque vont envisager les humains à travers une variété de passions, et que peu à peu, c'est la catégorie d'intérêt qui va prendre toute la place. Simplement dans l'histoire des idées, dans la façon dont on utilise les notions dans l'histoire des... Et que cet remplacement de la variété des passions par la catégorie d'intérêt est en liaison avec l'histoire, le développement du capitalisme. Donc si on prend les moralistes du XVIIe siècle, qui intéressent Hirschman comme Pascal et comme d'autres, les moralistes du XVIIe siècle s'intéressent, nous dit Hirschman, à la carte des passions humaines. C'est-à-dire qu'ils envisagent l'humain sous une variété de passions. Mais peu à peu, une question va se poser. Les humains sont caractérisés par des tas de passions. Comment dompter ces passions humaines pour pas qu'il y ait un dérèglement de l'ordre social? Et l'hypothèse de Hirschman, c'est que peu à peu, la notion d'intérêt va servir, disons, à adopter la variété des passions humaines. Oui. Mais si, les passions humaines qui existaient, qui étaient décrites par ces auteurs-là, la société fonctionnait quand même très bien, donc pourquoi parce qu'on découvre l'idée que les humains, on sort peu à peu de l'ère la plus théologique, on découvre la variété des passions humaines, et une fois qu'on a découvert ça, on va dire, mais ça va être le bazar. Si les humains sont constamment pris par la concupiscence, par la jalousie, par la haine de l'autre, par la gourmandise, etc., la variété des passions, si ça va être le bazar, comment on peut faire tenir une société avec toutes ces passions? Et donc, les moralistes, justement, et un certain nombre de penseurs vont se poser la question, mais comment cadrer ces passions pour que la société tienne, à partir du moment où on a porté au jour ces passions. Et donc l'hypothèse de Hirschman, c'est que la notion d'intérêt va alors servir de domptage des passions. Elle va en fait permettre de trouver une notion qui permette de trouver un fil pour cadrer ces passions. Au départ, il y a une variété de passions, et dans ces passions, il y a une catégorie qui est appelée de noms différents: cupidité, avarice, appât du gain, qui existe dans ces passions. Elle est parmi les autres passions. Et à un moment donné, on va distinguer les intérêts et les passions. C'est-à-dire qu'on va sortir une passion de l'ensemble des passions, et on va les opposer aux autres. On va avoir les intérêts et les passions. Ça, c'est dans l'histoire des idées, peu à peu que les choses vont se faire. Donc, la distinction entre intérêt et passion va peu à peu s'imposer à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Donc au début, on a une variété de passions, puis on prend une des catégories de passions qu'on va appeler intérêt, et on va la distinguer des autres passions. Voilà ce qu'écrit Hirschman: un type particulier de passion nommé jusqu'ici cupidité, avarice ou appât du lucre peut servir à contrecarrer et à réfréner d'autres passions comme l'ambition, l'amour du pouvoir ou la concupiscence de la chair. Un type de passion particulier de passion nommé jusqu'ici cupidité, avarice ou appât du lucre peut servir à contrecarrer et à réfréner d'autres passions comme l'ambition, l'amour du pouvoir ou la concupiscence de la chair. Donc, on va avoir un premier moment où on va avoir la distinction entre les passions et les intérêts, qui n'a pas toujours existé, puisque l'intérêt avant, c'est une des catégories des passions humaines. Puis, avec la figure de l'homo economicus et le développement du capitalisme, l'intérêt va peu à peu prendre presque toute la place. Une fois qu'il a simplement, au départ, on a les deux à équivalence. Et puis après, peu à peu, l'intérêt va être mis en avant. Et le registre des passions va peu à peu disparaître en dehors, disons, de la littérature, du théâtre, etc.
hein, mais de la pensée philosophique et, disons, de la pensée politique. Et donc, on a peu à peu ce grossissement de la catégorie d'intérêt avec une marginalisation de la catégorie de passion. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est la façon dont on va peu à peu problématiser à travers les idées la réalité, hein, et qui va peu à peu donner cette évidence qui n'existait pas au XVIIe siècle à la catégorie d'intérêt comme une forme centrale. C'est-à-dire, au XVIIe siècle, on n'aurait jamais dit l'intérêt, c'est la nature humaine, alors qu'on peut le dire aujourd'hui, hein, parce que l'évidence s'est peu à peu imposée. Bon. Et Hirschman va pointer alors la dilution actuelle de la notion d'intérêt, dont, pour lui, on pourrait dire l'analyse d'Olson constitue une illustration. Ce que j'ai dit tout à l'heure, sa pente tautologique, c'est-à-dire cette idée que si tout est intérêt, l'intérêt explique nécessairement tout, et donc finalement n'explique rien. Donc, ce mouvement vers la toute-puissance de la catégorie d'intérêt, c'est un mouvement dans l'histoire des idées, hein, qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas en tête cette histoire des idées, et donc on a une sorte d'évidence, disons, du résultat de l'histoire de ces idées, c'est-à-dire du grossissement de la catégorie d'intérêt. Donc, première analyse de Hirschman pour mettre à distance les analyses de type Olson, utilitariste, c'est une analyse historique, hein, de l'émergence de la catégorie d'intérêt, puis son élargissement, hein, et puis qui viennent peu à peu dans une sorte de dilution. Il y a un deuxième angle à partir duquel Hirschman va mettre en cause certains aspects plus spécifiques du modèle d'Olson, pas les analyses utilitaristes en général. C'est donc dans son livre de 1982, Bonheur privé, action publique. L'hypothèse de Hirschman, c'est que les biens publics de l'action collective, donc c'est-à-dire l'action collective en vue de biens publics, hein, pour une action pour lutter contre le chômage, pour augmenter les salaires, face au dérèglement climatique. Bon, une action collective en vue de biens publics ne peut pas être appréhendée comme les biens privés. C'est le point de départ de Hirschman. On ne peut pas exactement traiter de la même façon la production, disons, privée de biens privés avec l'action collective en vue de biens publics. Pourquoi ? Parce que la séparation entre coût et avantage qui est au cœur de l'homo economicus n'est plus claire, devient floue pour un certain nombre de biens. Hirschman parle ainsi, je cite, « la disparition de toute nette distinction entre coût et bénéfice s'agissant d'une action entreprise dans l'intérêt public. La disparition de toute nette distinction entre coût et bénéfice s'agissant d'une action entreprise dans l'intérêt public. » Si je ne peux pas distinguer clairement ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte, je ne peux plus faire ce calcul entre ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte. Et donc, ça serait le cas pour une certaine catégorie de biens, hein, de biens publics, pour Hirschman. Pourquoi, nous dit Hirschman, les efforts de la lutte qui devraient figurer parmi les coûts s'avèrent être partie intégrante des bénéfices. Les efforts de la lutte qui devraient figurer parmi les coûts s'avèrent être partie intégrante des bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais organiser une action collective dans la rue, un blocage de voitures, par exemple, etc., face au dérèglement climatique. Dans une logique utilitariste, ça me coûte, hein, parce que je dois sortir du lot des autres personnes. Avec quelques-uns, je dois me mettre à part. Je dois essayer d'arrêter des voitures, de bloquer les choses. Donc il y aurait un coût psychologique, un coût en temps, un coût en possible de, si ça dépend quelle est ma fonction, mais de stigmatisation liée à cette action. Bon. Donc les utilitaristes vont
voir ça comme un coût. Et après, ils vont contrebalancer avec l'avantage que ça pourrait rapporter. Bon. Ce que nous dit Hirschman, c'est que de faire ça, en même temps, ça me fait exister socialement. Ça crée de la sociabilité. Ça me donne l'impression de participer, d'empêcher une catastrophe sur Terre. Donc, en fait, c'est très difficile de distinguer qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me coûte, puisque la finalité, le rapport, agir contre le dérèglement climatique et l'action, le temps que je passe, etc., sont tellement imbriqués que dans le cours même du processus, on peut mal distinguer ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte. Parce qu'en même temps que ça me coûte, ça me rapporte. Hein. Bon. Dans l'action même, le fait même d'agir. Bon. On peut considérer que pour un militant politique, passer des nuits à faire des collages pour un parti politique ou faire des collages face au féminicide pour des féministes, ça coûte. Bon, ça coûte parce que je peux me faire insulter dans la rue, parce que je passe du temps, parce qu'au lieu de faire autre chose, d'aller au cinéma, je suis dans la rue à coller, etc. Bon. Mais en même temps, tous les travaux sur ce type d'engagement montrent que ça participe d'une sociabilité où on peut mal distinguer ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte. Bon. Donc c'est ça que veut mettre en évidence Hirschman. Il y a un certain nombre d'actions et de biens où on ne peut plus raisonner comme pour les biens privés, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, parce que la différence, la distinction entre le coût et le bénéfice n'est plus nette pour une série de biens. Ce qui est différent, par exemple, c'est quand je veux acheter, disons, le yaourt le moins cher au supermarché. Hein, parce que c'est comme ça que fonctionnent les utilitaristes. Hein. Je vais ou je ne vais pas dans un collage la nuit contre les féminicides, ou j'achète des yaourts dans un supermarché, c'est traité de la même façon. Hein, bon. Qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte? Bon. Oui. Et est-ce qu'il parle parce qu'il parle d'intérêt public et dans les politiques publiques, est-ce que Hirschman en parle aussi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'un agent qui met en place une politique publique, il ait un bénéfice lors de la mise en place, ou alors si? Non, là, il ne parle pas des politiques publiques. Il parle des mouvements sociaux et de l'action collective en vue, disons, d'un bien public. Et en répondant à cette idée qui s'était généralisée à travers Dolson, c'est que quand on va analyser des mouvements sociaux ou des actions collectives pour telle ou telle raison, eh ben, on va partir du modèle du calcul coût-avantage. Bon. Ce faisant, Hirschman répond à quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas chez Olson, c'est-à-dire que malgré le paradoxe d'Olson, à certains moments et à des moments, les gens, disons, s'impliquent fortement dans l'action collective, et d'après Olson, il n'y aurait pas intérêt. Bon, hein. Donc il faut rendre compte de ça aussi. Pourquoi, finalement, pas mal de gens s'impliquent dans des actions collectives, et normalement, selon le modèle d'Olson, ils n'ont pas intérêt. Hein. Puisque, si on prend le climat, normalement, si l'action aboutit à faire reculer la menace climatique, tout le monde en bénéficie, donc je n'ai pas besoin d'y participer. Si je fais des collages sur le féminicide, si les féminicides reculent, eh ben, finalement, je n'ai pas besoin d'y participer parce que l'action va faire reculer, et puis ça ne fait pas reculer, ben, tout le monde est au même niveau. Donc, ça c'est le paradoxe d'Olson. Normalement, je ne devrais pas avoir intérêt à y participer, parce que si ça marche, eh ben, je vais en bénéficier aussi. Hein, c'est ça le paradoxe d'Olson. Là, justement, Hirschman met l'accent sur l'idée qu'il y a des processus d'action collective qui produisent des biens publics et sur lequel ce modèle du calcul coût-avantage individuel ne fonctionne pas parce qu'on peut mal séparer ce que ça coûte et ce que ça rapporte, ce qui peut rendre compte du fait que malgré le paradoxe d'Olson, disons, il y a quand même des gens qui s'engagent dans l'action collective alors qu'il ne devrait pas y avoir intérêt. Dans les grands groupes, hein, je veux dire, parce que Olson met bien la différence entre les petits groupes où là il y a une sorte de cohésion, de surveillance des personnes et qui fait que les gens peuvent agir
pas forcément contre un calcul. Bon. Donc c'est la différence entre les grands groupes et les petits groupes qui est importante, disons, dans l'apport d'Olson quand même. Donc on a deux angles critiques avec Hirschman, un angle d'histoire des idées, pour faire la généalogie de cette émergence de la catégorie d'intérêt comme catégorie centrale, qui n'a pas toujours existé. Et puis, la question de la spécificité de l'action collective en vue de bien public. On a un deuxième sociologue, là, qui s'appelle Alessandro Pisorno, qui est un sociologue italien, qui va apporter la critique, disons, de Olson de manière intéressante sous l'angle de la question de l'identité, du rapport entre intérêt et identité. Hein, c'est P-I-2-Z-O-R-N-O, Alessandro Pisorno. Alors, c'est notamment dans un texte qu'on trouve dans un recueil français, un texte qui s'appelle « Sur la rationalité du choix démocratique » de Pisorno, « Sur la rationalité du choix démocratique ». Et c'est dans un volume de 1986 de texte dirigé par Pierre Birnbaum et Jean Leca qui s'appelle « Sur l'individualisme ». Donc, Pisorno va recourir à la notion d'identité dans le débat. Par quoi il entend identité? Parce que c'est une notion qui est très utilisée aujourd'hui. Une identité, c'est un système de valeurs qui rend possible les calculs des individus. Donc, premièrement, c'est une définition spécifique de la notion d'identité. Un système de valeurs qui rend possible les calculs des individus. Et pourquoi un système de valeurs qui rend possible le calcul des individus? C'est parce que si je calcule ce qui est mon coût et mon bénéfice, il faut que j'ai une évaluation qui me dise mais dans quelle mesure telle chose est plutôt négative pour moi et quelque chose est plutôt positive. Tout n'est pas de la même façon positif et négatif pour tous les individus. Par exemple, si on reprend l'idée d'une manifestation, quelqu'un qui va se considérer comme timide va considérer un coût particulièrement d'aller dans une manifestation. Quelqu'un qui est de forte sociabilité ne va pas le prendre comme un coût. Bon. Donc tout le monde ne va pas considérer le négatif et le positif de la même façon. Or, ce qu'on a oublié quand on parle d'intérêt, c'est qu'on a oublié que pour voir ce qui est positif ou négatif, ce qui est un coût, un avantage, il faut avoir un système de valeurs qui me dit pour moi c'est positif, pour moi c'est négatif. Bon. C'est vers là que nous oriente Pisorno. Donc c'est là où il va pointer quelque chose qui oublie les analyses utilitaristes. L'individu, je cite, afin de choisir la méthode la plus rationnelle, devra comparer les coûts. Comment le peut-il sans disposer d'une mesure commune, d'une valeur qui rende la comparaison possible? Donc, l'individu doit choisir la méthode la plus rationnelle pour comparer les coûts, mais comment le peut-il sans disposer d'une mesure commune, d'une valeur qui rende la comparaison possible? Donc, pour pouvoir évaluer et comparer des choses que je vais considérer comme un coût et des choses que je vais considérer comme un bénéfice, il va falloir que j'ai un système de valeurs qui me dise que c'est un coût ou c'est un bénéfice, que c'est plutôt positif pour moi ou négatif, et qui va me permettre de comparer les deux. Tiens, là, ça me coûte en fonction du système de valeurs, et là, ça me rapporte. Dans ce cas-là, par exemple, la même personne ne va pas avoir la même attitude pour le fait de participer à une manifestation ou pas.
quelle mesure c'est un coût ou un bénéfice. Donc, en fait, Pisorno va mettre l'accent sur quelque chose qu'on n'avait pas vu antérieurement dans les analyses utilitaristes, c'est l'amont. C'est en amont du calcul d'intérêt, il faut quelque chose. Il faut un système de valeurs qui me permette de calculer. Tout le monde n'a pas le même système de valeurs, donc les mêmes calculs. Ce système de valeurs, Pisorno l'appelle identité. C'est ça qu'il appelle identité. C'est les repères des individus qui ne sont pas que individuels parce que c'est des repères empruntés par l'individu à ses collectivités d'appartenance. Donc, évidemment, il y a une singularisation des différents repères, mais les repères, personne ne les crée pas constamment. Hein. Il y a des formes individualisées, etc. Si on prend une personne qui, pour avoir une promotion, doit manger avec le PDG de l'entreprise, bon, et que le repas, il est fait avec du cochon, et je suis musulman ou non musulman, il n'y a pas le même coût, et le fait que le rapport au porc n'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même dans mon système de valeurs. C'est hérité de cadres collectifs. Donc, les repères de mon système de calcul, je les hérite des différentes formes. Si je suis socialisé dans une famille où depuis le plus jeune, ma plus grande enfance, j'allais dans les manifestations, c'est pas pareil ou si j'ai été socialisé dans une famille où au contraire, une manifestation, participer à une manifestation, c'est considéré comme de l'horreur. Hein. Donc, ces repères du calcul de ce qui est positif ou négatif, ils ne sont pas que créés par l'individu. En fait, ils sont pris par l'individu aux différentes expériences collectives auxquelles il participe, aux différentes collectivités d'appartenance dans lesquelles il est inséré. Je cite Pisorno, pour qu'il puisse déterminer quels sont ses intérêts, calculer coûts et bénéfices, le sujet agent devra donc être assuré de son identité par l'appartenance à une collectivité identifiante. Il en recevra les critères qui lui permettront de définir ses intérêts et de donner un sens à son action. Là, Pisorno dit une collectivité identifiante, mais on pourrait dire qu'il y en a peut-être plusieurs, hein, que toujours un individu au croisement de différentes collectivités identifiantes. Cette identité n'est pas figée pour Pisorno, elle est construite. Hein. Il y a une orientation constructiviste des analyses de Pisorno. Hein. Les systèmes de valeurs des différents groupes se déplacent dans le temps et les individus, eux-mêmes, dans la façon dont ils vont emprunter des repères à différents collectifs, évoluent dans le temps. Hein. Ils ne vont pas forcément prendre les mêmes. Bon. Donc, en privilégiant l'intérêt, on avait oublié que le calcul avait besoin d'un système de calcul. Et ce système de calcul, Pisorno l'appelle identité. Ce système de calcul n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement conscient à chaque moment pourquoi quelque chose me semble positif va être dans la colonne moins et dans la colonne plus. C'est fortement lié à ma socialisation, et donc il y a des choses qui me paraissent évidentes. Donc, c'est souvent hérité de nos apprentissages et de nos expériences collectives. Donc, Pisorno élargit l'horizon en amont des intérêts, mais en lien avec les intérêts. Puisque Pisorno ne nie pas qu'il y ait des moments où les individus calculent. Il calcule bien. Simplement, il calcule à partir de systèmes de calcul. C'est ça qu'on avait oublié. Donc, il ne met pas en cause l'idée que les individus calculent. Hein. Simplement, il ajoute quelque chose en amont. C'est-à-dire que l'intérêt
chez Pisorno est réintégré dans un cadre plus global qui contribue à le définir. En fait, contrairement aux visions utilitaristes où ça serait l'inverse, les intérêts apparaissent dépendants des valeurs. Alors que dans une vision utilitariste, défendre telle ou telle valeur, je défends une valeur de compassion, je défends la valeur de la violence, etc. Les utilitaristes vont dire mais j'ai intérêt à défendre telle ou telle valeur. Et donc les valeurs vont être vues comme en fait un sous-produit du calcul. Dans la vision de Hirschman, de Pisorno, les intérêts apparaissent dépendants des valeurs. Parce qu'il faut d'abord des valeurs pour calculer ces intérêts. Donc, on pourrait réintégrer les observations d'Olson de manière localisée dans un modèle plus large. Ça n'invalide pas complètement Olson, mais Olson, c'est un bout de la chaîne. C'est le moment où ça calcule. Mais ça ne calcule pas de la même façon. Il n'y a pas un calcul universel. Donc le calcul individuel d'intérêt serait bien présent, mais dépendant de valeurs collectives préexistantes, plus ou moins stabilisées. Voilà pour le premier plan, ce débat autour d'intérêt avec, disons, une des grandes figures de l'utilitarisme dans l'analyse de l'action collective, et puis deux critiques sur la question de l'action collective, Albert Hirschman et Alessandro Pisorno. Maintenant, on va passer à un autre plan de discussion qui concerne, parfois on l'a rencontré tout au long du cours avec des petites notations parce qu'il y avait des points où on pouvait s'arrêter là-dessus. C'est le rapport, c'est le petit 2, sociologie de l'action collective et conspirationnisme. Donc à plusieurs reprises, j'ai signalé dans le cours les différences entre les schémas largement présents dans la sociologie de l'action collective et les schémas conspirationnistes, qui eux sont très présents dans les espaces publics. Les schémas conspirationnistes sont en particulier un des tuyaux narratifs principaux de la dynamique ultra-conservatrice aujourd'hui qu'on a aperçu quand on a traité, disons, du mouvement des Gilets jaunes. Sur ces rapports entre ultra-conservatisme, confusionnisme et conspirationnisme que j'ai commencé à traiter dans la partie sur le mouvement des Gilets jaunes, je renvoie à un chapitre, le chapitre 5 de mon livre La Grande Confusion, qui est un chapitre entièrement consacré à la question du conspirationnisme. Alors, pour traiter cette question, je vais procéder en 3 temps. Je vais donner quelques repères sur l'histoire des théories du complot, le contexte actuel. Puis je vais essayer de caractériser les théories du complot. Et puis, en 3e point, une critique des théories du complot du point de vue de la sociologie de l'action collective. Donc, petit a, les repères historiques, repères au pluriel, et contexte actuel. Alors, les théories du complot constituent des formes modernes qui se sont développées surtout à partir du XVIIIe siècle. C'est un élément important à noter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on croit souvent que c'est très vieux, les théories du complot. Or, on va voir que les théories du complot ont à voir avec l'idée que ce qui nous arrive de mal, c'est lié à des manipulations cachées par des individus ou des groupes. Or, il faut avoir mis d'une certaine façon un certain temps à distance Dieu comme explication de tout, pour dire que ce qui arrive de pire, ça vient d'individus. Donc, quand c'est des forces divines ou maléfiques, par exemple, il peut y avoir des éléments dans la rhétorique des théories du complot entre
les théories du complot et la dénonciation des sorcières, par exemple. Mais la différence, c'est que les sorcières, ça rentre dans un cadre théologique avec des forces maléfiques, et donc des forces surnaturelles. Bon. Et donc, on est dans un cadre plus théologique encore. Les complots, il faut que ce soit des individus, des humains qui soient à la source. Bon. Donc, il faut avoir mis un peu plus à distance la question du divin et du cadre religieux comme expliquant tout. C'est pourquoi les théories du complot sont des formes modernes, hein, et qui se développent surtout à partir du XVIIIe siècle, donc avec les Lumières. Donc, une fois qu'on a mis à distance que Dieu est à l'origine de tout, notamment dans son combat avec le diable, on peut commencer à penser que des actions humaines volontaires seraient à l'origine des maux qui nous affectent. Donc, il faut une certaine sécularisation pour les théories du complot. Alors, les historiens des théories du complot montrent qu'une des premières formes commence à émerger au XVIIe siècle. Avec Jérôme Jaworowski, donc Monita Secreta. Bon, il y a une incertitude sur la date, c'est 1612 ou 1614. Puis on aura Augustin de Baruel, mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme, 1797-1798. Et puis, un texte important, protocole des sages de Sion, fabriqué en 1900-1901. Par Mathieu Golowinski. Donc, le premier antécédent, mais qui est assez isolé, qu'on repère, c'est au XVIIe siècle. Jérôme Jaworowski, c'est un prêtre, Monika Secreta, un prêtre polonais, en français instruction secrète au pluriel, donc entre 1612 et 1614. C'est un prêtre et il dénonce un complot jésuite. Le complot jésuite, l'idée qu'il y aurait un complot des jésuites sur le monde, est une des premières formes qui émerge. Mais en fait, ça va vraiment se développer à partir du XVIIIe, et donc avec notamment toute une série de textes sur la Révolution française comme complot, bon, et notamment qui viennent des milieux religieux. Donc un des plus connus, c'est Augustin de Baruel, qui lui est jésuite, pour le coup, cette fois-ci, et ses mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme, 1797-1798. Donc là, c'est l'idée
quelque chose qui existe toujours, c'est la Révolution française comme complot maçonnique, c'est-à-dire un complot par les francs-maçons. Et puis, au XIXe et au XXe siècle, il va y avoir une grande importance de l'antisémitisme dans les conspirationnismes. Et donc, on a la figure emblématique des protocoles des sages de Sion, donc qui est en fait un faux document fabriqué à Paris par un informateur de la police politique du tsar en 1901, donc qui s'appelle Mathieu Golovinsky. Et ce texte est publié à partir de 1903. Alors, c'est quoi le protocole des sages de Sion? Ça se présente comme un document vrai, réel, où on aurait le compte-rendu d'une sorte de comité central juif, des autorités juives, pour dominer le monde. On rendrait compte du projet pour dominer le monde. Finalement, Golovinsky fabrique ça à Paris, en travaillant notamment à la Bibliothèque nationale, en empruntant des bouts à différents endroits. Il fabrique ce document, il le présente au tsar, et finalement, le tsar ne l'utilise pas. Il considère qu'il n'est pas très bien fabriqué. Mais après, il va être publié comme un document. Au tout début, on va considérer que c'est un document vrai. Les premiers, aux gens au moins une dizaine d'années, je crois, à mettre en cause la véracité du document, c'est le Times à Londres, puisqu'il y a un journaliste qui mène une enquête et il montre que le document est fabriqué de textes préexistants. Et donc il montre tous les textes préexistants qui ont contribué à fabriquer ce document. Oui, Golovinsky a travaillé à la Bibliothèque nationale à Paris, il a emprunté des bouts pour construire le document. Et donc c'est la première invalidation, pas avec l'idée d'une preuve que Golovinsky aurait fabriqué ça, mais simplement en montrant que une grande partie de ce qui est écrit sont des bouts d'autres textes qui ont été collés ensemble. Le fait que le Times ait mis en évidence très tôt le caractère, disons, faux du document n'a pas empêché le fait qu'on considère qu'il est vrai. Et puis après, il y a eu les travaux historiques qui ont monté la fabrication du document. On connaît mieux, avec l'ouverture des archives soviétiques, on connaît mieux Golovinsky, d'ailleurs qui, de la police du tsar, s'est reconverti dans la police bolchevique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été dans le même lycée que Lénine, et qu'après la révolution de 1917, il va voir Lénine et il va continuer son boulot de police secrète, mais au service des communistes. Bon. Donc on connaît mieux, disons, le parcours, etc. Mais l'important, c'est que c'est un document qui a servi pendant toutes les années 30 avec l'idée du complot juif qui veut dominer le monde, qui a nourri le nazisme, etc. Et qui aujourd'hui, dans le monde arabe, est toujours édité comme un document authentique. Il y a même eu, il y a quelques années, un feuilleton en Égypte sur le document. Donc c'est à la fois un document dont on sait très bien depuis très longtemps qu'il est faux, et en même temps qui est toujours considéré dans des secteurs comme un vrai document, un document authentique. C'est un des documents qui a le plus traversé, disons, le temps, en fait, dans le conspirationnisme. Donc ça, c'est l'histoire. De nos jours, il y a une certaine dynamique des théories du complot. Ce qu'on va appeler aussi conspirationnisme ou complotisme. Trois termes qu'on va considérer comme équivalents. Théorie du complot, conspirationnisme, complotisme. Ces théories du complot sont plutôt en pointe dans les critiques sociales, en particulier, disons, sur la phase, disons, le plan Internet et réseaux sociaux de la critique sociale. Ce que j'appelle un hypercriticisme anti-système. Un moment très fort de dynamisation des théories du complot, et depuis, ça a été souvent crescendo à chaque événement,
c'est les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ça a été un mouvement particulier de cristallisation et de renouvellement du théorie du complot, parce que se sont développés très vite l'idée que c'était quelque chose de faux, il n'y avait pas de djihadistes, que finalement les tours s'étaient effondrées par autre chose, par des bombes qui avaient été placées en dessous, hein, que ce n'étaient pas des avions qui avaient percuté, etc. Donc il y a eu toute une série dans le monde entier des associations de type Reopen Eleven aux États-Unis qui ont demandé des commissions d'enquête indépendantes pour essayer de montrer qu'est-ce qui s'était passé vraiment, parce que ça ne pouvait pas être, disons, des avions qui percutent les tours, etc. Ça s'est énormément diffusé, jusqu'aux formes, disons, antisémites. Moi, je me rappelle avoir reçu ça de collègues marocains, avec l'idée que les juifs qui étaient dans les tours avaient été prévenus la veille pour ne pas aller se rendre au boulot. Ce qui fait que la communauté juive américaine a dû mettre tous les noms et tous les CV des gens qui étaient morts dans les tours par rapport à cette idée que finalement ils avaient été prévenus la veille parce que c'était évidemment un coup du Mossad. Bon, ces attentats. Donc, le 11 septembre 2001, c'était vraiment un moment, disons, très important. Hein. C'est là où des gens comme Bigard ont brillé, hein, Mathieu Kassovitz, parmi les vedettes, etc. Comment elle s'appelle, l'actrice qui a joué Edith Piaf hein. Oui, Marion Cotillard. Ah oui. Elle a dû d'ailleurs beaucoup de mal, avant d'avoir l'Oscar, évidemment, ses propos sur l'idée que ça n'avait jamais existé, que c'était une blague, ont percuté au moment où elle a eu l'Oscar aux États-Unis. Oui. C'est le moment vraiment où beaucoup de gens ont brillé. Bon. À l'époque, une bonne partie des étudiants, même à l'IEP, considéraient que c'était une blague, hein, que ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose qui a été un moment très important, disons, de cette histoire du 11 septembre. Et depuis, disons, on a constamment, dès qu'il y a un attentat, quelque chose, etc., il y a, par exemple, au moment de Charlie Hebdo, on a expliqué qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient cachés quelque part, bon, etc., des choses, bon. Immédiatement, dans l'heure qui suit un événement, il y a tout de suite une multiplication des théories du complot. Hein. Donc, par-delà les attentats du 11 septembre, après le 11 septembre 2001, l'hypercriticisme complotiste trouve en général souvent de nouvelles manipulations et de nouvelles têtes à dénoncer. Avec, disons, des figures collectives souvent qui sont plus ou moins associées au complot, la mondialisation pour la gauche, l'extrême droite dit le mondialisme, la gauche dit la mondialisation. Mais ça renvoie l'Europe, la finance, les banques, le néolibéralisme, les élites, les médias, l'islamisation, les musulmans, les islamistes. Donc, on a des théories du complot antisémites, hein, classiques dans le protologue des Sages de Sion, et puis aujourd'hui fortement associées aussi à la place du conflit israélo-palestinien. Et on a des théories du complot, disons, islamophobes et anti-migrants avec la théorie du grand remplacement. Bon. L'idée que des gens auraient décidé quelque part qu'on allait remplacer la population des pays européens par des habitants des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, hein, qu'il y aurait eu, disons, un remplacement de population qui aurait été décidé par des institutions internationales. Bon. Ça, c'est la théorie du grand remplacement. Donc, il y a, disons, différentes théories du complot sur le lobby homosexuel, sur le lobby féministe, sur le lobby antiraciste. Bon. Donc il y a un contexte particulier d'effervescence des théories du complot depuis le 11 septembre 2001, avec le fait que peu à peu les théories du complot occupent une grande partie de l'espace critique, parce que tout ça c'est des discours critiques. Peu à peu ça prend une grande place de la critique. Donc, histoire des théories du complot, contexte actuel d'activation particulière, petit b, deux pôles de la trame narrative conspirationniste. Deux pôles de la trame narrative conspirationniste.
Donc d'abord, il faut distinguer les complots des théories du complot. C'est un élément très important qui est peu fait dans le débat médiatique autour des théories du complot. On confond les deux. Complot, ça veut dire qu'il y a des manipulations cachées observables sur tel événement ou dans l'histoire humaine en général. Bon. L'idée qu'il y a des complots n'est pas remise en cause. Il y a bien des manipulations cachées dans l'histoire humaine et dans certains événements. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il y ait des complots qui est mise en cause quand on critique les théories du complot. Une théorie du complot, ça fait du complot l'explication principale de ce qui arrive. Donc, les complots peuvent être tout à fait admis comme un élément, un facteur dans l'explication plurifactorielle qui sont les modes d'explication des sciences sociales, c'est-à-dire qu'on analyse toujours l'histoire humaine, aujourd'hui en tout cas dans les sciences sociales contemporaines, ou tel événement à travers toujours une pluralité de facteurs qui sont en interaction. Et dans ces facteurs en interaction, il peut y avoir parfois des manipulations cachées. Bon. Donc, en critiquant les théories du complot, on ne critique pas l'idée de complot. Hein. On critique l'idée que le complot, un complot, une manipulation cachée, serait l'explication principale de ce qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer complot et théorie du complot. Donc, entre la possibilité réaliste de manipulation cachée, comme une des composantes en interaction avec d'autres dans l'histoire humaine, et les théories du complot, le présupposé irréaliste, cette fois, selon laquelle un complot fournirait la clé principale d'un événement. Donc, les complots au sens de manipulation cachée existent bien dans l'histoire humaine. Par exemple, des armes de destruction massive n'existaient pas en Irak, contrairement aux prétendues preuves présentées par le gouvernement américain de George W. Bush pour justifier l'invasion en Irak à partir de mars 2003. Donc, ça a été même reconnu par le secrétaire d'État américain de l'époque, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Colin Powell. 10 ans après les événements, par exemple, on trouvait un entretien en février 2013 de Colin Powell intitulé « Comment la CIA m'a trompé ». Il reconnaissait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et qu'il aurait été, disons, trompé par la CIA. Donc, critiquer les théories du complot, ce n'est pas récuser la possibilité de ce type d'événement, puisque ça existe. Bon. Mais c'est mettre en cause l'hypothèse irréaliste selon laquelle une manipulation cachée constituerait le facteur principal d'explication et finalement une manipulation rentrerait dans des rapports sociaux comme dans du beurre, et les intentions manipulatrices, c'est ça qui parodirait la réalité, indépendamment de ce que c'est qu'une société et des moments, des circonstances, des rapports sociaux dans lesquels rendent ces intentions de manipulateurs. Il peut bien y avoir des intentions manipulatrices dans l'histoire, mais elles rendent toujours dans un contexte historique, dans des rapports sociaux particuliers, et donc dans la vision complotiste, évidemment, ça rend comme dans du beurre, puisqu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de rapports sociaux, il n'y a pas de contexte. Voilà. C'est immédiatement les intentions manipulatrices qui produisent les effets sur la réalité. Donc, ça va à l'encontre des explications des sciences sociales qui sont plurifactorielles, qui combinent une pluralité de facteurs. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'une théorie du complot ? Une théorie du complot, ça va être une trame narrative critique. Une trame narrative critique. Trame narrative critique, narrative de narration. Cette trame narrative critique, elle va être aussi bien présente dans des formes fictionnelles que dans des écrits de journalistes ou des écrits politiques. Ça peut être aussi bien dans les romans ou les films de James Bond que, disons, dans la théorie du grand remplacement telle qu'elle a d'abord été énoncée en France par l'écrivain Renaud Camus
Renaud Camus, pour bien saisir le confusionnisme évoluant, Renaud Camus, il commence comme à l'extrême gauche dans les années 68, et c'est un des premiers à défendre la cause homosexuelle. Puis dans les années 80, il est membre du Parti socialiste, et il représente toujours la cause homosexuelle, et il devient, disons, dans les années 2010, disons, un des principaux théoriciens d'extrême droite. Donc, ça peut être dans un James Bond, ou ça peut être dans les textes de Renaud Camus, ou, par exemple, quand il y a l'affaire Benalla, Emmanuel Macron explique qu'il y a un complot des médias contre lui. Bon. Ou quand on perquisitionne ses sièges et ses domiciles, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a un complot de l'Élysée contre lui, etc. Bon. Donc, ça va bien, aussi bien dans les formes fictionnelles que dans les formes réalistes, hein, bon, qui sont censées, disons, rendre compte de la réalité. Donc, si on prend les différents thèmes, trame, narrative, critique. Narrative, donc ça renvoie à une façon de raconter des histoires. C'est-à-dire d'associer des personnages et des événements dans un récit. Aussi bien dans de la fiction que dans la non-fiction. Hein, c'est une façon de lier les choses. Bon. Pourquoi trame? Parce que dans une variété de textes, aussi bien dans le texte de James Bond que dans le texte de Mélenchon, on va retrouver des éléments analogues dans la façon de raconter les histoires. Donc on a une trame. Hein. C'est ça, l'idée de trame narrative. On va avoir dans des choses très diverses qui n'ont pas le même statut, etc., on va retrouver des éléments analogues de mise en récit, de narration. Hein, dans des romans, dans des films d'espionnage, des essais, des articles journalistiques, des discours politiques. Critique, parce que le propre de cette trame narrative, c'est de pointer du négatif dans la société. C'est-à-dire des dérèglements, des dominations. Mais les dérèglements et les dominations sont vus sous l'angle principal privilégié des manipulations cachées. S'il y a des dérèglements, s'il y a des dominations, c'est lié à des manipulations cachées. Mais c'est critique. Il s'agit de dire qu'il existe très peu de théories du complot positives, c'est-à-dire où il y a un complot pour faire advenir le bien. Hein. Un complot, en général, c'est fait pour advenir le mal. Bon. Donc, une trame narrative critique. Cette trame narrative critique tend à se focaliser sur les intentions manipulatrices et cachées de quelques individus ou de certains groupes supposés influents. Donc le conspirationnisme, j'appelle ça un intentionnalisme du cachet. Un intentionnalisme du cachet. Parce que c'est une explication intentionnelle. Ce qui explique l'ensemble, c'est qu'il y a des intentions conscientes d'individus ou de groupes. Mais ces intentions sont cachées. Donc, un intentionnalisme du cachet. Donc, dans les processus sociaux et politiques, ce seraient les intentions de certains acteurs qui fabriquaient mécaniquement la réalité selon leur bon vouloir, sans rencontrer d'inertie, de résistance, par exemple dans les rapports sociaux existants. Donc comme si, je l'ai dit tout à l'heure, ces agissements, disons, entraient dans la société comme dans du beurre. Hein. Le monde social et politique serait une sorte de jeu de Lego aux mains de quelques puissants, dans l'ombre. Et avec toujours ces intentions qui surgissent de l'ombre, hein, qui seraient cachées aux yeux des hommes ordinaires. Donc, cet intentionnalisme du cachet réduit les processus historiques à leur dimension intentionnelle, consciente et secrète. Alors, les théories du complot connaissent deux grands pôles, les versions hard et les versions soft. Bon. Les versions hard, qui sont les plus délirantes. Bon. Il y en a des multiples qui prolifèrent sur Internet. Hein. Par exemple, la mise en scène des Illuminati. Bon. C'est les Illuminés de Bavière, qui étaient une société secrète en Allemagne
au XVIIIe siècle. Et avec l'idée que ces Illuminati, cette société secrète allemande du XVIIIe siècle, dominerait encore le gouvernement américain et dans une logique de conquête totale du monde. On a aussi les reptiliens. C'est-à-dire, en fait, des reptiles se cacheraient sous la forme humaine pour prendre possession du monde. Bon. Et par exemple, on a pu expliquer que Obama ou Beyoncé étaient des reptiliens. Hein. Bon. C'est une théorie du complot qui a pas mal marché sur Internet. Hein. Alors, beaucoup chez les adolescents. On a aussi celles qui concernent des événements historiques, hein, le négationnisme des chambres à gaz nazis, ou aujourd'hui, qui fonctionne bien, la mise en cause des premiers pas de l'homme sur la Lune en juillet 1969, avec l'idée que c'était, disons au contraire, dans un studio hollywoodien, que ça n'a jamais existé, hein, les premiers pas sur la Lune. Ça, je dirais que c'est les versions hard délirantes. Après, il y a des versions soft. Elles sont erronées par leur simplisme, mais elles sont moins déraisonnables, disons, dans les faits ou les arguments mis en avant. C'est une grande part, par exemple, des critiques manichéennes des médias, hein, la plus connue étant le modèle de propagande formulé par le linguiste américain Noam Chomsky. Donc, il n'y a pas le côté délirant des versions hard, hein. Mais il y a une vision des médias qui ne correspond pas, par exemple, à la sociologie des médias. C'est-à-dire l'idée qu'il y a enfin quelqu'un dans l'ombre qui manipule l'ensemble et que tout ça est orchestré, hein, par quelques personnes. Ou c'est le complotisme climato-sceptique, hein, à propos du réchauffement climatique, qui a pu être développé par des personnalités fortes. Par exemple, un scientifique qui a été ministre de l'Éducation nationale comme Allègre et qui a développé une théorie de ce type en disant qu'en fait, il n'y avait pas de dérèglement climatique puisque ça avait été imposé par un groupe de lobbying, disons, au niveau international. Claude Allègre a été ministre de l'Éducation et était un des géologues les plus reconnus en France et dans le monde. Bon. Et il a quand même publié un livre là-dessus. Et le livre, à l'époque, le climato-sceptique était plus admis. Le livre a eu le prix de la Société d'histoire de géographie, donc des professeurs de géographie du secondaire. Donc c'est des choses qui ont... C'est plus tout à fait les mêmes éléments délirants des versions hard. Hein. Ça va utiliser des arguments plus rationnels, ça va mobiliser quelques faits dans une construction manichéenne, hein, toujours avec cette construction narrative, hein, d'un groupe qui va manipuler dans l'ombre et qui va imposer une certaine vision des choses. Et donc, c'est ça qui peut distinguer les versions hard des versions soft. Par rapport aux notions de complot et de théorie du complot, il faudrait utiliser une troisième catégorie que j'appelle humeur conspirationniste. En fait, c'est une tendance socio-psychologique qui consiste, dès qu'un événement survient, à plutôt spontanément chercher du côté du complot le fil explicatif principal. Hein, c'est une sorte de tendance psychologique, socio-psychologique, je dirais, qu'on trouve chez une série de personnes. C'est que dès qu'il y a un événement qui se produit, il y a le doute sur ce qui est appelé version officielle. Souvent maintenant, quand on voit version officielle, c'est souvent intégré dans une théorie du complot. Et puis, il y a l'idée d'aller chercher plutôt dans ce sens-là. Donc, alors, le petit c, le dernier point, les sciences sociales contre le conspirationnisme.
C'est dans un livre qu'il a consacré au protocole des sages de Sion et à ses usages contemporains. Et il dit « Toute explication par un facteur unique et simple est une mythologisation. Toute explication par un facteur unique et simple est une mythologisation. » Donc il met l'accent sur le cœur de la différence entre les schémas des sciences sociales et de la sociologie de l'action collective en particulier, et les théories du complot. Les explications des sciences sociales, j'ai dit tout à l'heure, sont plurifactorielles, donc mettent en jeu plusieurs facteurs en interaction, alors que les théories du complot sont basées sur un facteur principal et assez simple, qui va rendre compte, disons, de la réalité. À rebours des conspirationnistes, les sciences sociales s'efforcent d'éclairer les complications du réel en intégrant dans leur modèle pas seulement les intentions cachées, mais aussi d'autres dimensions. Et c'est ces autres dimensions que ne prennent pas en compte les théories du complot, qui se focalisent sur les intentions cachées. Premier point que les sciences sociales mettent en avant, qui fait qu'elles ne traitent pas que des intentions cachées. Elles peuvent traiter des intentions cachées, mais pas que des intentions cachées. C'est le point des contraintes des structures sociales de domination. C'est-à-dire que ce qui contribue à fabriquer la réalité, ce sont des structures sociales, domination de classe, masculine, raciste, homophobe, étatique. Bon. Ces structures sociales pèsent sur les intentions individuelles. Elles habitent même l'inconscient des personnes. Et donc, le poids de ces structures sociales fait qu'elles balisent la place des intentions, qu'elles soient cachées ou pas cachées. Il y a bien une place pour les intentions, mais ce n'est pas les intentions qui fabriquent la réalité complètement, puisque les intentions sont en partie balisées et contraintes par des structures sociales. C'est le premier point où les sciences sociales, disons, se distinguent, disons, des théories du complot. Dans le cadre de ces contraintes sociales qui balisent l'action et les intentions des individus, il y a les dimensions non conscientes. C'est le deuxième point. Là, on a déjà parlé avec Bourdieu de la notion d'habitus. Bon. L'habitus, c'est l'inconscient social qui est présent dans chaque individu et qui est fabriqué au cours de sa socialisation. Dans les théories du complot, c'est le conscient, c'est l'intention qui compte. Et là, il y a le poids aussi du non-conscient qui joue dans la fabrication de la réalité sociale. Troisième caractéristique que ne prennent pas en compte les théories du complot en se focalisant sur les intentions cachées et que prennent en compte les sciences sociales, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les conséquences non intentionnelles de l'action. Les conséquences non intentionnelles de l'action, on les avait vues quand on a traité Max Weber. Les conséquences non intentionnelles de l'action, c'est le fait que l'intention d'un individu va produire des conséquences diverses qui ne sont pas simplement liées à cette intention, mais qui vont avoir des enchaînements. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre le soir chez lui, il allume la lumière, il y a un cambrioleur, le cambrioleur s'enfuit, bon, et puis il court dans la rue, il bouscule une vieille dame, peut-être que finalement s'il y a des cardiaques, il va la tuer, et puis il court encore après, lui-même va être écrasé par une voiture, etc. C'est-à-dire qu'au départ, il y a simplement le fait d'avoir allumé la lumière, et après il va y avoir un enchaînement où tout ce qui va se passer n'est pas simplement le déploiement de l'intention. C'est ce qu'en sciences sociales on appelle les conséquences non intentionnelles de l'action. Quand on agit, il y a des tas de choses qui arrivent et qui ne sont pas liées à mes intentions, avec un enchaînement d'événements.
ce thème, c'est Giddens qui les appelle comme ça, c'est un sociologue britannique contemporain. Mais en fait, dans la sociologie moderne, c'est Max Weber, on l'a vu, qu'il a commencé à le pointer, dans le fait que l'interaction d'intentions diverses portées par des centaines, des milliers ou des millions de personnes au cours d'un événement, dans des circonstances qui n'ont été choisies par personne, ça va produire ce choc des intentions multiples qui vont dans des directions différentes, ça va produire un effet qui n'est contrôlé par aucune des intentions en présence, même s'il y a des intentions qui pèsent plus que d'autres. Et donc, ça produit en fait de l'aléatoire dans les processus sociaux. Hein. Dans les théories du complot, il n'y a pas de non-conscient, mais il n'y a pas d'aléatoire non plus. Et il n'y a pas de structure sociale. Puisque c'est surtout les manipulations conscientes qui jouent un rôle. Alors, pour bien distinguer les sciences sociales et les théories du complot, on va prendre l'exemple de la critique marxienne du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est les analyses complotistes du capitalisme qui ont le vent en poupe, disons, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait dire que le capitalisme, pour les versions complotistes, ça serait le complot des riches, des banques, des multinationales et leurs valets gouvernementaux et médiatiques. Ça serait ça, le capitalisme. Le complot des riches. Or, Marx nous a enjoint de nous débarrasser justement de cette image, Marx étant un des premiers analystes systématiques du capitalisme. On trouve ça dans la préface à la première édition du livre 1 du Capital. Le livre 1 du Capital, c'est le seul publié du vivant de Marx, donc qui date de 1867. Voilà ce qu'écrit Marx dans cette préface à la première édition du livre 1 du Capital en 1867. Je n'ai pas peint en rose le capitaliste et le propriétaire foncier. Donc, je n'ai pas donné un portrait, disons, favorable aux capitalistes et aux propriétaires fonciers, deux figures, disons, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les riches. Mais il ne s'agit ici des personnes qu'autant qu'elles sont la personnification de catégories économiques, les supports d'intérêt et de rapports de classe déterminés. Mais il ne s'agit ici des personnes qu'autant qu'elles sont la personnification de catégories économiques, les supports d'intérêt et de rapports de classe déterminés. Ce n'est pas les personnes en tant que forme totalement libre, consciente, etc., qui est en jeu à travers la critique du capitalisme et du propriétaire foncier, mais en tant que des personnes simplement personnifient des formes économiques, des rapports de classe déterminés qui sont des formes collectives. Mon point de vue peut moins que tout autre rendre l'individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager. Mon point de vue peut moins que tout autre rendre l'individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager. Donc, Marx nous dit, quand il critique le capitalisme, il ne met pas en cause la responsabilité individuelle de tel ou tel capitaliste. C'est des formes impersonnelles, des rapports de classe déterminés qui sont mis en cause. Le capitaliste, comme le prolétaire, il reste socialement la créature de ses rapports. Pour Marx, le capitaliste est aussi dominé ou aliéné que le prolétaire. Simplement, la différence entre le capitaliste et le prolétaire, c'est que le capitaliste en profite. Mais il n'y a pas du tout l'idée chez Marx que le prolétaire serait plus aliéné. Ce n'est pas la manipulation par les capitalistes qui crée le capitalisme. Le capitaliste est autant manipulé par le capitaliste que les prolétaires, mais il en profite. Et quand Marx dit « peut moins que tout autre rendre l'individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager », l'individu responsable, il dit le capitaliste et le propriétaire foncier, il ne parle pas des prolétaires. Donc, dans cet extrait, le capitalisme se présente comme une machinerie impersonnelle qui n'est contrôlée par personne. Si on veut prendre une analogie cinématographique, on peut faire référence à deux catégories de films. L'analyse, disons, conspirationniste du capitalisme,
la manipulation par les riches ou les banques, etc. L'analyse conspirationniste du capitalisme, c'est plutôt du côté des James Bond qu'il faut les voir. Il y a une manipulation dans l'ombre par des salauds, qui ont souvent, disons, l'ambition de contrôler le monde. L'analyse de Marx, ça ne serait pas du côté des James Bond, elle serait du côté des films comme Matrix ou Terminator, la série des Terminators. Pourquoi ? Parce que dans ce cinéma de science-fiction, que ce soit dans les Matrix ou Terminator, on a en fait des ordinateurs qui échappent à la maîtrise humaine. Hein, c'est la matrice, c'est en fait un ordinateur. Ou dans la série des Terminators, c'est un grand ordinateur central qui mène la guerre des ordinateurs contre les humains, c'est Skynet. Donc ces films sont plus proches de l'analyse de Marx de ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire une machinerie impersonnelle, ce n'est pas des intentions individuelles malfaisantes qui dominent. Et c'est très différent du type de narration qu'on peut trouver dans les James Bond, qui sont plus proches, disons, de la critique conspirationniste du capitalisme. Donc, pour Marx, même l'individu capitaliste n'est pas pleinement responsable de rapports dont il reste socialement la créature. Il ne maîtrise pas la machinerie capitaliste. La différence principale, donc, c'est que, tendanciellement, disons, ils en profitent et les prolétaires en pâtissent. Mais, pour Marx, il n'y a pas de pilote dans l'avion capitaliste, ce qui le rend d'autant plus dangereux, et notamment aujourd'hui pour les questions écologiques. Parce que s'il y avait un pilote, disons, il y a l'idée qu'on peut contrôler ce qui est en route. Or, c'est comme si une machinerie impersonnelle, il n'y a pas de pilote, et donc ça peut aller dans des tas de directions. Personne ne contrôle la machinerie, pour Marx. Alors, il faut préciser, Marx ne dote pas la machinerie impersonnelle du capitalisme d'une toute-puissance. Ça ne serait pas la version impersonnelle qu'on a dans la théorie du complot, où il y a une toute-puissance du complot, disons, conscient, et là, on aurait l'impersonnel qui serait la toute-puissance. La mécanique capitaliste est susceptible d'enrayement. Et un des éléments de Marx, c'est qu'il s'intéresse aux contradictions du capitalisme. Le capitalisme est contradictoire, il a des contradictions. Il développe des tendances et des contre-tendances. C'est pour ça qu'on peut sortir du capitalisme. C'est parce qu'il est contradictoire. Qu'on peut s'appuyer sur ces quatre contradictions pour en sortir. Donc, le capitalisme est analysé sous l'angle d'une dynamique non homogène, mais avec des tas de trous à partir desquels l'émancipation individuelle et collective est possible. Et les sciences sociales contemporaines ont prolongé cette vision ouverte des structures sociales au-delà des seules contraintes capitalistes, parce qu'on a pris en compte d'autres contraintes de domination, comme la domination masculine, comme la domination coloniale, etc., pour rendre compte des dynamiques des sociétés contemporaines. Et donc les courants les plus dynamiques aujourd'hui dans les sciences sociales essayent de penser les rapports entre les contraintes sociales structurelles impersonnelles qui pèsent sur les individus, et à l'intérieur des individus, de classe, de genre, racistes, homophobes, etc., et les capacités d'action des individus, d'un autre côté. Le lien entre ces contraintes structurelles, mais aussi en s'intéressant aux capacités des individus face à ces contraintes. Dans une dynamique qui est en partie aléatoire, ou qui n'est pas déterminée à l'avance, qui inclut l'aléa. Voilà pour, disons, ce point sur, disons, un éclairage de la question des théories du complot par rapport aux sciences sociales contemporaines. En guise de conclusion générale du cours, pour finir, je vais terminer sur la notion de radicalité. Parce qu'il y a une phrase intéressante dans un texte de Marx de 1844 qui s'appelle « Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel ». Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, c'est un texte de 1844.
et Marx écrit dans ce texte, être radical, c'est prendre les choses par la racine. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Et Marx part ici de l'origine étymologique de radical, hein, du latin radix, racine. Bon. Si on prend les différents courants de sociologie de l'action collective qu'on a passés en revue dans le semestre, qu'il s'agisse des auteurs classiques ou des auteurs contemporains, on pourrait dire qu'ils sont radicaux en ce sens qu'ils s'efforcent de saisir des racines des problèmes. Et ce qu'on vient de voir à la fin du cours avec le conspirationniste, c'est que les critiques conspirationnistes ne sont pas radicales en ce sens, puisqu'elles demeurent à la surface des choses, hein, simplement à la surface des intentions. Hein. Plus, on pourrait dire, les sciences sociales contemporaines, et ça serait un déplacement par rapport à Marx, mettent en évidence qu'il n'y a pas qu'une seule racine principale au mot qui affecte les humains. Dans la phrase de Marx, il y a la racine. C'est au singulier. Or, dans les sciences sociales contemporaines, il y a des racines qui s'en mêlent. Ce qu'on appelle intersectionnalité, c'est le croisement des différentes racines. Donc, les malheurs humains sont générés dans la condition socio-historique de l'humanité par des racines plurielles et emmêlées. Et donc, à partir de là, la radicalité de la critique sociale pour les sciences sociales, c'est se saisir des complications et des nuances à cause de la pluralité de ces racines emmêlées. Et donc, la radicalité de la critique sociale des sciences sociales est très éloignée des simplismes ou des manichéismes, que ce soit ceux du conspirationnisme, disons, ou d'autres. Toutes les formes qui prétendent apporter une réponse principale et simple à tous les problèmes. En envisageant une pluralité de courants classiques et contemporains de la sociologie de l'action collective, d'une certaine façon, on a essayé de dresser un portrait radical, pluraliste et nuancé de la réalité sociale de l'action collective, parce qu'à chaque fois, on a vu des apports et des limites, des éclairages sur certains aspects et des éclairages sur d'autres aspects. Et finalement, si on prend l'ensemble du cours, on a une vision nuancée et contrastée, hein, de la réalité, en ayant fait ce parcours des auteurs classiques aux auteurs contemporains. Voilà, c'était là-dessus que je voulais terminer. Et comme c'est le dernier cours, je vous souhaite de bonnes vacances.